voilà, nous sommes On est là, en on est petit au complet. comité. Voilà, on a de l'espace. Allez, tranquille. Et donc, coupe suisse. C'est bien. Compte tenu que ce matin, on a eu quelques... Non, Ouais, mais finalement, le bouclage le bouclage était parfait. pu Et croire on que- aurait cru, tout le monde a pu s'exprimer. Finalement, on a juste déconstruit. Donc c'était surtout pour vous que c'était. Oh, moi peut-être ça un allait peu parce que j'ai juste perturbant, fait glisser les cases. Faut que je me mette dans l'arrière. Ouais, pas de soucis. Hop, hop, hop. et peut-être la thématique environnementale qu'on a peut-être un peu. Bah, c'est ce que... Philippe Lefebvre, j'en profite pour vous saluer parce que je n'ai pas encore pu le faire. Ça va? Vous allez bien? Bon, Oui, bien sûr. on s'est déjà vu. C'est déjà vu. Voilà, j'ai fait la nôtre, je vous laisse démarrer quand vous voulez. Bah, parfait. Là, on est bien. Dans le timing. Génial. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent tout de suite pour donc, cette table ronde consacrée au programme Usine du futur en Nouvelle-Aquitaine. Un programme initié en 2014 par le président Alain Rousset sur lequel nous allons revenir en détail. Jeunesse du programme, enjeux, réussite et les évolutions attendues pour les années à venir. Pour en parler, trois intervenants. À mes côtés, Monsieur Pascal Blesse, bonjour, vous êtes le directeur de la performance industrielle à la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a David Macheneau avec vous qui est directeur associé chez OPO. Vous nous présenterez dans un instant votre société et son rôle dans le programme Usine du futur. Et puis Robin Sellard également, bonjour. Alors vous travaillez également chez OPO et vous avez été au cœur de la machine, si je puis dire, en tant que chef de projet Usine du futur. Alors pour débuter, on va revenir avec vous, Pascal Blesse, sur le contexte dans lequel le programme a vu le jour. Donc c'était en 2014 et tout est parti d'un constat sur le terrain. C'est bien ça. Effectivement, donc contexte, je dirais, relativement similaire au contexte national avec effectivement une perte d'emplois industriels sur l'ensemble du territoire, plutôt des entreprises industrielles avec, je dirais, un niveau de compétitivité qui nous semblait insuffisant, mais également un déficit d'image, je dirais, de nos entreprises industrielles qui avaient de plus en plus de difficultés à recruter, à attirer des talents et notamment dans les jeunes générations. Donc on s'est dit, il y a vraiment une initiative à prendre pour essayer de redynamiser un peu tout ça. On avait un contexte particulier aussi lié à un projet particulier qui a été porté par le groupe Turbomeca, qui est donc une des entités qui appartient maintenant au groupe Safran et qui, à l'époque, était, on va dire, dans une perspective soit de relocalisation de son activité sur, je dirais, sur un autre site industriel ou alors rebâtir, je dirais, une toute nouvelle usine en local. Donc finalement, c'est la solution qui a été retenue. Ça les a amenés à réaliser un investissement assez énorme, parce qu'on était sur 120 millions d'euros d'investissement, ce qui n'est pas forcément courant dans le milieu industriel. Investissement qui a permis d'engendrer des gains de productivité de l'ordre de 50%, un amortissement rentabilisé en 3 ans. Et là, c'est vrai que ça a servi un peu de déclic à la région de dire, tiens, un industriel qui investit, qui arrive à avoir un retour sur investissement aussi rapide, qui décide encore de construire une usine en France, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour l'ensemble de notre tissu industriel? Et alors, vous êtes dit, on ne peut pas bâtir ce programme tout seul. Et donc, vous êtes appuyé sur le savoir-faire d'industriels. C'est comme ça que vous avez un peu co-construit ce programme. Tout à fait. On s'est dit sur un sujet comme ça, bon, la crédibilité on va dire d'une collectivité, des pouvoirs publics pour dire, bah tiens, nous on va décider ce qui est bon pour l'industrie. Considérer que notre crédibilité est un peu limitée, donc on s'est dit on va avant tout demander à des industriels, donc on s'est appuyé sur le club des ETI de Nouvelle-Aquitaine, donc qui regroupe une centaine d'entreprises, à la fois des ETI mais également des PME à potentiel, et on leur a dit bah, écoutez, voilà, on aimerait co-construire avec vous un programme sur mesure pour les entreprises du territoire. Est-ce que vous êtes prêts à nous aider? Donc un certain nombre de dirigeants nous ont dit bah, écoutez, on est partant, l'aventure nous séduit, donc on a des fleurons comme Ventana, des sociétés comme Lectra qui se sont très fortement investis pour nous aider à construire, je dirais, un programme sur mesure. Et après, on s'est dit, bon, on a réussi à construire un programme. Pour tout ça, il faut un pilote. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur un pilote qui a une crédibilité, je dirais, auprès des industriels. Donc, on s'est tout simplement, je dirais, appuyé sur l'ex-patron du site Turbomeca, qui était à l'origine du projet de transformation, François Pellerin. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Et bon, Alain Rousset a décidé de lui confier le pilotage de ce programme.
Et on s'est dit, un programme avec un pilote, c'est une chose, mais après, il faut une équipe projet chargée de déployer le programme, de le faire vivre au quotidien. Et ça a amené également la région à intégrer, à recruter un certain nombre de profils, plutôt des profils ingénieurs qui avaient fait une bonne partie de leur carrière dans l'industrie et qui avaient envie, à un moment donné, de se rendre utile et de contribuer un peu à cette belle aventure collective. Donc une équipe assez musclée, avec, je vais saluer quelques personnes, les Pascal, ils se reconnaîtront, Katia, Florence, Marc, Philippe, Bruno, donc des personnes qui considéraient que c'était une très très belle aventure et qui maintenant au quotidien font que ce programme vit, se développe et touche un nombre d'entreprises quand même assez conséquent, puisqu'il y a 600 entreprises qui ont été accompagnées. Et la meilleure, je dirais, consécration pour nous, c'est de dire ce programme a été repris au niveau national dans le plan industrie du futur, en reprenant quasiment les mêmes standards que ce qu'on avait prévu en région. Donc on s'est dit qu'une réussite locale, à un moment donné, soit reprise par le national, c'est quand même une belle marque de, on va dire, de considération, en tout cas une estime pour notre initiative. Et alors dans ce programme, OPO fait donc partie des sociétés qui vous ont accompagné dans le cadre des diagnostics. Alors David, je vais vous laisser nous présenter OPO en quelques mots et votre rôle donc dans le programme Usine du Futur. Ok, donc OPO, c'est une structure que j'ai cofondée en 2012. On est un cabinet de conseil qui est au service des industriels. La particularité, c'est que on va accompagner tout le tissu industriel, de très grands groupes jusqu'à des PME. Et c'est cette particularité qui nous a permis de développer des approches de transformation du tissu qui peuvent s'adapter à la taille de l'entreprise, au contexte business et surtout de le faire de manière très intégrée. Donc la particularité de l'approche notamment qu'on a développée pour le programme Usine du Futur, c'est une approche qu'on vous présentera tout à l'heure qui est très systémique où on va être capable de travailler et l'organisation industrielle et la techno, mais surtout le facteur humain qui est central dans la performance des équipes. Voilà, donc aujourd'hui on est une petite trentaine de consultants et puis comme c'est un projet, on va prendre la parole sur différents sujets. On va aussi écrire des livres sur le post-Lean, parce tout le monde parle de Lean, mais aujourd'hui, il y a des gens comme Elon Musk qui sont partis de la tech pour faire de l'industrie. Donc mon associé Michael Valentin a décrit ce que pouvait être, dans le modèle Tesla, un nouveau modèle qui prend en compte ces nouveaux aspects-là et qui a aussi beaucoup d'exemples en France. Le livre prend des exemples français. Voilà. Alors, on va évoquer dans un instant les facteurs donc, qui ont contribué au succès de ce programme. Mais avant, petit retour en arrière, si je puis dire, on va poser quand même les bases. On va déterminer ce qu'est l'industrie du futur. C'est vrai que c'est quelque chose qui porte ce Salon Vie Industrie. Alors, on parle de 4e révolution industrielle. Qu'est-ce qu'on entend par là, Robin ? Alors la 4e révolution industrielle, c'est vrai que c'est appelé aussi chez nos confrères allemands l'industrie 4.0. Le 4, en fait, il vient du fait que on est en ce moment, et je pense que les industriels qui sont ici le vivent au quotidien, dans un grand moment de changement, comme on a pu en vivre en fait par le passé, de changement à la fois sur la demande qui évolue, avec des attentes des clients d'être de plus en plus réactifs, des produits de plus en plus personnalisés. Il y a aussi des changements sur la technologie, donc la technologie qui permet d'apporter des nouvelles réponses à des problèmes, à ces nouveaux problèmes. Et la conjonction de cette nouvelle demande et de ces nouvelles technologies, en tout cas potentialité de réponse, pose question aux industriels, pose question aux entreprises sur quel modèle, quelle organisation ils doivent trouver pour servir leurs clients. Et ça, on est à ce moment. On a eu d'autres moments comme ça dans l'histoire, avec l'apparition de la machine à vapeur, l'apparition, l'organisation de masse, la mondialisation, et par exemple un des modèles qui est très connu, David en a parlé juste avant, le modèle Toyota, donc le toyotisme, qui était, on va dire, la référence de modèle industriel jusqu'à maintenant. Des nouvelles contraintes s'appliquent en ce moment sur les marchés, sur les entreprises. Et la grande question de l'industrie du futur et de l'usine du futur, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour répondre à ces problèmes et avec ces nouveaux outils. Et justement, concrètement, pour un dirigeant, ça change quoi dans son approche sur sa stratégie d'entreprise ? Alors, en fait, pour un dirigeant,
c'est le grand jeu du en même temps, ça change et ça change pas. C'est-à-dire que ça change parce qu'il y a des nouvelles manières de répondre, ça change parce que les attentes des clients sont différents. Et en même temps, ça change pas puisque un dirigeant, la question qui se pose, c'est est-ce que je dois gagner en compétitivité, être moins cher, produire plus rapidement pour répondre à mes clients, ou est-ce que je dois me mettre sur des nouveaux marchés, donc est-ce que je dois aller attaquer des nouveaux business. Et ça, c'est la question immémoriale d'un dirigeant d'entreprise. Donc, l'usine du futur, en fait, lui fait revenir sur ces questions et du coup, en lui apportant potentiellement des nouvelles réponses et des nouveaux problèmes. Mais en tout cas, en tout cas, dans l'usine du futur, on revient sur ces discussions-là. Donc on le voit, donc des enjeux de compétitivité, de business pour les dirigeants. La question qu'on peut se poser, c'est la part de l'humain aussi dans l'industrie du futur, et notamment où se situe le collaborateur. Parce qu'on vient de parler du dirigeant, mais le collaborateur, il est où dans tout ça? Alors, je vais en parler très brièvement parce que je vois qu'il y a François Pellerin au premier rang qui va en parler juste après sur toutes ces questions-là. Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est que dans les nouvelles entreprises, et notamment du fait qu'il y a des nouvelles générations qui rentrent sur le marché, les gens ont des attentes différentes. Et les nouvelles organisations que les dirigeants doivent penser, elles doivent prendre en compte ces nouvelles attentes. Une citation qui est intéressante, c'est celle qui est au milieu de l'image que vous avez en face de vous, qui est de dire que dans les révolutions industrielles du passé, on embauchait des bras. Il y a, on va dire, 20-30 ans, on embauchait des cerveaux pour organiser les entreprises. Et maintenant, on embauche des cœurs. C'est-à-dire qu'on va chercher des gens qui se mettent au service d'une mission, d'un projet. Et on le voit, par exemple, avec la montée de tous les sujets autour de l'environnement, que maintenant, les entreprises, elles doivent aussi expliciter, pour rester attractives, pour continuer à recruter, elles doivent aussi expliciter quelle est leur mission et faire un peu appel on va dire, au cœur de leur potentiel talent. Alors, on vient de poser les bases donc, des enjeux de cette industrie 4.0. Maintenant, je vous propose de faire un focus sur les facteurs clés de succès donc, pour une transformation réussie. Quels sont-ils? Il y en a plusieurs, on va les détailler avec vous. Robin, on va commencer par la nécessité en tout premier lieu, et ça c'est important, de prendre un temps de réflexion avant tout. Oui, alors ça, effectivement, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est de se dire quand on attaque cette transformation, c'est de se poser la question des enjeux. Donc, je l'ai dit, compétitivité ou nouveaux sujets business. Et ça, c'est une des premières choses qu'on fait dans les diagnostics qu'on mène avec les dirigeants. La première phase, c'est une phase de cadrage dans laquelle on va rencontrer le dirigeant et on va se poser avec lui, comprendre son business, comprendre quels sont ses concurrents, ses clients, les pressions qui s'exercent sur lui. Et puis, du coup, l'amener à se poser la question de est-ce que ses opérations, son outil de production est toujours adapté pour ces enjeux-là. Alors, une fois qu'on s'est posé donc, ces bonnes questions, on les intègre comment, ces nouvelles technologies? Alors, on les intègre en fait. Alors, on est dans la 4e révolution industrielle. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les autres révolutions industrielles. Et notamment, toutes les bonnes pratiques qui ont pu être émises en termes d'organisation dans toute on va dire le lean, la mouvance, j'allais dire lean avec Toyota, ça, il ne faut pas les oublier, puisque une organisation performante, c'est pas parce qu'on va mettre un robot qu'on va mettre des tablettes. Si elle n'est pas performante au départ, elle ne sera pas performante pour autant. En tout cas, c'est pas forcément, ça ne va pas forcément marcher. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne fait pas de 4.0 sans 2.0. Donc, il faut quand même aussi réfléchir à l'organisation, à la partie humaine et à la partie de pilotage et de communication. Donc, la technologie ne fait pas tout, en fait. Donc, un vrai enjeu business, penser à l'intégration des technologies dans un existant. 3e point, après l'intégration, il y a l'appropriation des technologies. Et ça, l'appropriation par les collaborateurs, il faut penser à la manière dont ils vont l'utiliser et ce qu'on appelle en anglais, je crois, le user experience. Exactement. Et ça, voilà, le user experience. Alors c'est vrai que justement ça fait partie des choses qui viennent plutôt des domaines de la tech, voilà, toutes les startups, puisque en fait une des grandes révolutions et qui a fait que des entreprises purement tech qui développent des applications ont pu tant réussir, et ce qui fait que vous sortez votre téléphone, vous et moi on sort son téléphone et on ne peut pas s'empêcher d'ouvrir des applications, c'est parce qu'ils ont vraiment réfléchi à leur expérience utilisateur, ils ont vraiment réfléchi à quelle était la plus-value qu'ils apportaient dans leur produit, alors le produit là dans ce cas-là étant un service digital on va dire.
Et c'est ça qui fait que les gens se les approprient et se mettent à les utiliser. Et ben, dans la transformation vers l'usine du futur, on peut utiliser des techniques vraiment similaires pour réfléchir à quel est le besoin utilisateur. Alors l'utilisateur dans ce cas-là étant le collaborateur, l'opérateur qui va utiliser une nouvelle application, un nouveau robot. Et nous, on a même en fait chez OPO, on a un startup studio, on a des gens, vraiment des start-upers, des gens qui viennent du monde de la tech, mais qui ont envie de développer des services pour l'industrie et qui emploient ces techniques-là, qui vont dans des usines, qui font de la recherche utilisateur dans des usines avec des opérateurs. Pour développer des produits technologiques à destination de l'industrie. Donc ces nouvelles techniques-là, justement on parlait de nouvelles techniques, de nouvelles réponses, la recherche utilisateur, le user experience fait partie des nouvelles réponses qu'on peut trouver. Et il y a un dernier point pour une transformation technologique réussie qui est important, c'est la gestion de la donnée. On fait comment pour la gérer au mieux, cette donnée, cette masse d'informations? Alors effectivement, la gestion de la donnée, alors là c'est un sujet... c'est plus, on va dire, quelque chose auquel il faut se mettre à penser. Et il y a plein de gens ici, d'offrir solutions autour de nous, qui vont traiter de la donnée. Et c'est vrai que dans les entreprises industrielles, on est dans un monde très physique. Et on ne pense pas forcément à comment est-ce qu'une donnée pourrait nous apporter de la valeur. Ou en tout cas, traditionnellement, dans l'industrie, on a du mal à faire ça. Et nous, on a des exemples de clients. Par exemple, on a accompagné un client dans l'agroalimentaire qui a l'agroalimentaire, qui est des industries de process qui génèrent énormément de données. Et avec des nouvelles techniques, par exemple en ce moment de machine learning, d'apprentissage sur des grandes masses de données, en fait, qui lui ont permis de réduire la fréquence de nettoyage de ses cuves et donc de gagner 20 à 30% de capacité sur son outil de production, en employant avec des données qu'ils avaient déjà des nouvelles techniques. Et donc c'est en ça que la donnée devient importante pour des industriels. Et donc ça fait partie par exemple des nouvelles réponses qui peuvent être apportées. Alors, ces facteurs clés de succès dont vous venez de nous parler, j'ai une question simple. Vous les avez intégrés comment dans le programme Usine du Futur? Alors, en fait, le programme Usine du Futur, la structure, on va dire, des partenaires, c'est ce qu'on montre à l'écran en ce moment. Justement, nous, David a parlé tout à l'heure d'un aspect systémique. Nous, on croit beaucoup au fait que toutes les dimensions que je viens de citer, le fait de à la fois réfléchir sur les enjeux, de parler de l'organisation, de parler de la place de l'humain, de parler de l'environnement, de parler de la technologie, tout ça doit être pris d'un même bloc. Et dans le programme Usine du Futur, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte aux dirigeants des réponses sur tous ces sujets. Alors, nous, OPO, mais aussi avec des partenaires. Donc sur la partie environnement, on a 2 cabinets qui sont partenaires avec nous. Sur la partie technologie, on est partenaire avec le CETIM. Et ça, je pense, ça illustre aussi bien on va dire un peu des nouveaux modes aussi d'organisation collaborative, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à penser qu'on peut apporter toutes les réponses à des entreprises, mais on collabore avec d'autres cabinets qui apportent chacune leur brique à cet édifice. Et donc c'est cet aspect systémique qu'on a voulu retranscrire dans les diagnostics. Et concrètement, comment vous l'avez incarné, cette approche systémique sur le terrain? Alors concrètement, en fait, nous, donc OPO, on est intégrateur, donc c'est pour ça qu'on est là, on va dire l'intégrateur ou l'architecte du programme. Donc on coordonne tout ça, on s'assure que tout ça fait du sens. Et ce qu'on fait, c'est que, donc comme je vous le disais, on fait une phase de cadrage. Donc ça, c'est un consultant de l'équipe qui va rencontrer le dirigeant et ses équipes, identifier les sujets. Et ensuite, le diagnostic se passe sur 2 jours et demi, pendant lesquels il y a une personne de l'équipe OPO, une personne du CETIM, une personne d'un des 2 cabinets environnement qui va apporter aux dirigeants des réponses et charge à OPO et au reste de l'équipe de mettre tout ça ensemble. Donc l'idée, c'est que au bout de ces 2 jours et demi, on apporte aux dirigeants, on construise avec lui en fait une feuille de route sur 12 à 18 mois qu'il puisse suivre. Alors après, avec ou sans l'aide ensuite de la région, parce que c'est après un des autres sujets, c'est comment on interagit avec la région. David, à date, quels grands enseignements vous tirez de ce programme? Alors il y a plusieurs enseignements. Le premier, c'est déjà les points forts en Nouvelle-Aquitaine. Il y avait une antériorité avant qu'on arrive déjà.
ce qu'on a remarqué, pour travailler sur d'autres territoires aussi, c'est que les dirigeants en Nouvelle-Aquitaine avaient déjà pris conscience de l'enjeu usine du futur. Donc le fait que la région Nouvelle-Aquitaine ait été très précoce sur le sujet a vraiment permis une diffusion des enjeux et une appétence sur le sujet des dirigeants. C'est assez net en fait par rapport à d'autres territoires. Le deuxième point fort, c'est cette approche systémique. Nous, on a répondu à un cahier des charges, mais elle avait été pensée en amont pour justement que la tactique à 12-18 mois soit très concrète, mais se mette bien en musique avec les différents sujets. Et la troisième force du programme, c'est la proximité des référents régions, qui est vraiment une spécificité Nouvelle-Aquitaine qui a mis ça en place très tôt, c'est-à-dire que chaque entreprise a un référent côté région, que ce soit côté région ou agence de développement économique, et ça permet une relation à l'entreprise et une proximité dans la durée. Et c'est cette proximité qui fait que l'entreprise va pouvoir interagir avec la région. Et notre diagnostic, finalement, n'est qu'un jalon parmi d'autres dans son histoire et dans son développement, sauf que ça va être le déclencheur de la transition vers l'industrie du futur. Après, en termes de contenu, le retour après tous les diagnostics, c'est qu'il y a déjà sur le sujet organisation et facteurs humains, on reste sur un sujet qui est clé. On trouve en fait un écart entre l'enjeu de ce sujet-là et la maturité des entreprises. Vous le voyez sur le graphe qui est devant vous. Donc en bleu foncé, l'enjeu et la maturité évaluée lors du diagnostic. Et ça montre qu'en fait, ça restera dans le cœur des entreprises, cette capacité à faire de la dynamique d'équipe une dynamique gagnante. Et ça reste un enjeu difficile. Ça reste un enjeu difficile d'embarquer les gens, de trouver un dialogue efficace pour traiter les problèmes, voir la perf, se remettre en question. Et ça, c'est une dynamique qui est collective, donc à appréhender de manière costaud. Et ensuite, avec le recul aujourd'hui sur cette durée du programme, côté technologie, on voit que l'effort apporté côté dirigeant pour comprendre les technologies, et puis être mature dans le choix, c'est quand même un bon ticket d'entrée. Donc aujourd'hui, le diagnostic est un diagnostic flash qui permet de cartographier rapidement les technologies, d'en choisir une. Mais il y a certainement dans cette compréhension un accompagnement dans la durée du dirigeant pour qu'il continue à monter en maturité sur les sujets techno. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître des profils comme chez notre partenaire le CETIM, des profils de technologues qui sont capables d'être à nos côtés pour dire « Ok, parmi tous les enjeux de l'entreprise et toutes les technologies, comment on aide le dirigeant à comprendre les enjeux, choisir correctement et puis aussi arriver avec nous à séquencer dans le temps. » Donc c'est un enjeu qui est en train de monter et qui finalement est hyper intéressant parce que ça peut aussi permettre d'avoir des enjeux à très court terme, mais aussi de prévoir d'autres technos à moyen long terme du côté du dirigeant. Et le troisième sujet, ça reste l'environnement. En fait, on est sur des diagnostics assez courts et sur l'environnement, il y a un enjeu qui monte très très fort. On le voit chez tous nos clients, on le voit dans la société. Donc là, il y a clairement quelque chose qui est en train de monter et quelque chose qu'il va falloir continuer à faire monter dans la réponse, l'accompagnement qu'on amène aux dirigeants. Donc ça, c'est un peu le retour sur le contenu. Et je terminerai, si vous me laissez une minute, je ne sais pas. Ah mais allez-y. Sur l'approche, en voyant ces programmes qui se développent en territoire, on est parti d'un diag qui est systémique pour enclencher une démarche et faire une feuille de route qui soit pertinente et concrète à 12-18 mois, qui soit une tactique très concrète. Derrière, faut enclencher cette transformation. Et donc la région est en train de lancer des parcours. Je ne sais pas si on les a mis sur les pages, mais il y a des parcours donc, autour d'organisation et management donc, qui permettent d'apprendre le facteur humain de manière assez large. Parcours numérique ou fabrication additive. Donc il y a des parcours qui sont en train de se monter. Et donc là, l'idée, c'est dans cette phase-là que le dirigeant, après son diagnostic, puisse être accompagné. Et nous, on a envie de dire continuer à être, vous les dirigeants, continuer à être systémique, c'est-à-dire même si vous êtes sur un enjeu par exemple de fabrication additive, servez-vous du 360 qu'on a fait ensemble lors du diag pour dire ok, c'est un enjeu technologique, mais quel impact ça a sur l'organisation du travail, quel impact ça a sur mes managers qui vont apprendre des nouvelles technos, qui vont peut-être dégoulotter un endroit de l'usine, mais forcément du coup avoir un écoulement de flux différent par exemple. Voilà, donc ça c'est
on est parti de diagnostic. Maintenant, on commence à structurer l'accompagnement. Et je pense que le Graal à la fin, c'est de se dire, quand je fais ma transformation vers l'usine du futur, pourquoi je n'utilise pas l'écosystème que j'ai autour de moi. Il y a eu la table ronde juste avant nous, enfin 2 tables rondes avant nous qui étaient hyper intéressantes de ce point de vue-là. L'écosystème, c'est hyper important. Donc, les offreurs de solutions, on en a autour, on ne les connaît pas forcément. Et donc, je pense que dans les programmes que font les institutionnels, il va falloir aussi continuer à structurer la bascule vers les offreurs, bien les connaître, comment on les qualifie. Comment on privilégie l'offreur de solution qui est juste à côté plutôt que celui qui vient de l'autre coin de France, voire de plus loin. Et ça, aujourd'hui, on pourra discuter avec Alix Blanchard de la CCI, il y a toute une cartographie qui est en train de se faire, mais vous pouvez aller plus loin, vous pouvez faire un club, que ce réseau s'anime, qui s'interface parfaitement avec qu'on fasse vivre un écosystème. Voilà, un écosystème. Donc, du coup, diagnostic qui enclenche, transformation qui permet d'avancer tout en restant systémique, et écosystème qui vient apporter la bonne offre au bon moment. Et tout ça, ça coûte des ressources. Et finalement, les ressources dans l'usine du futur, l'enjeu majeur dont on n'a pas trop parlé pour l'instant, c'est l'enjeu des compétences. Donc il y a déjà l'enjeu à long terme de reconstituer un pool de compétences sur les métiers de l'industrie. Donc ça s'est perdu par choix presque nationaux, mais il faudrait repenser ça, et les industriels se prennent en main. Il y a de plus en plus d'écoles de formation dans les entreprises en attendant que les filières se remontent. Donc ça, c'est un temps long. Et après, vous avez un temps court quand vous avez envie d'avoir un bras droit, vous êtes dirigeant, vous voulez développer votre business ou structurer votre entreprise. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a 15 ans quand je suis sorti d'école pour aller en PME, parce que j'avais envie de pratiquer le terrain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un sujet comme le VTE qui est en train de se lancer, le volontariat territorial en entreprise, qui prend des jeunes diplômés, qui les amène en PME, c'est quand même une solution assez rapide pour accompagner ces projets-là, et puis aussi anticiper les problèmes de transmission qu'on a aujourd'hui, parce que les PME aujourd'hui ont besoin de gens pour les reprendre. Et c'est là aussi de mettre des jeunes comme moi il y a 15 ans, je suis moins jeune, mais il y a 15 ans en PME, ça a été une chance pour ma carrière, et je pense qu'il faut développer ce mouvement. Donc voilà un petit panorama de ce qu'on a pu percevoir sur le programme. Merci beaucoup David. On va tranquillement conclure cette table ronde, puisqu'on souhaite après partager une séance de questions-réponses avec vous pendant un petit quart d'heure. On va la conclure avec vous, Pascal Blesse, cette table ronde. Tout d'abord, quel bilan peut-on tirer du programme? Est-ce qu'il y a des éléments que vous pouvez partager avec nous, des éléments concrets, factuels? Disons qu'il y a à la fois le bilan quantitatif, puisque il y a 600 entreprises, je dirais, qui sont engagées dans ce processus de transformation. Il y a encore une cinquantaine de diagnostics à réaliser. Donc, on va dire, on est quasiment au bout de ce programme pilote, en tout cas, qu'on a pu lancer. On considère qu'au vu des retours des entreprises, on a une satisfaction quasi unanime par rapport aux opérateurs qu'on a choisis. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on a lancé le programme, on se dit c'est bien d'avoir une ambition, mais cette ambition, il va falloir qu'on s'appuie sur un prestataire qui soit crédible, à la fois en termes d'expertise, mais également en termes de savoir-être, de manière à pouvoir faire ressortir un maximum d'éléments de diagnostic, à la fois de l'équipe dirigeante, mais de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'était une sacrée gageure. Donc aussi bien le cabinet POP que le cabinet OPO considèrent qu'ils ont parfaitement rempli le cahier des charges qu'on s'est fixé. Après, un certain nombre de ces entreprises, suite au diagnostic, bien entendu, ne sont pas restées à ce stade de je fais une photographie et j'élabore des préconisations. Elles sont passées à la transformation de leurs entreprises. Généralement, elles ont réalisé des gros investissements. Donc, c'est vrai que ces entreprises-là ont investi plus de 500 millions d'euros sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. La région a été mobilisée pour soutenir un certain nombre de ces projets de développement, parce qu'on a quand même mis 120 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi un soutien fort de la part des élus régionaux pour dire c'est un enjeu de consolider et de redynamiser notre tissu industriel, et ça nécessite des investissements publics, je dirais, assez significatifs. Comme le disait M. Macheneau, après on a mis en place des parcours thématiques. L'idée c'était de permettre à des dirigeants d'approfondir. Un dirigeant qui se dit bah, tiens, je veux revoir mon mode de management, mon organisation interne, faire monter des gens en compétences, améliorer la délégation, la responsabilisation des salariés. Tout ce processus de transformation est assez lourd. L'idée c'est qu'on prenne un peu la main les dirigeants pour les aider dans ce process. Vous avez évoqué les autres thématiques, robotisation, transformation numérique, fabrication additive. Donc, sur l'ensemble de ces sujets, on peut aider le dirigeant de l'idée
jusqu'à l'installation d'un robot dans l'usine. Donc c'est vrai qu'on essaie d'être le plus pragmatique possible. Une chose qui nous semblait très importante et qu'on n'est pas identifiée à l'origine, c'est la nécessité de créer des clubs locaux d'échange de bonnes pratiques. On s'est dit, un dirigeant ne va pas faire venir tous les dirigeants à Bordeaux. L'idée, c'est de dire localement, on réunit des petits groupes, 10, 15 chefs d'entreprise, et qui partagent sur leurs difficultés, sur les solutions qu'ils ont mis en œuvre, les erreurs qu'ils ont pu réaliser. Et ça, c'est une vraie richesse. Et ça, c'est une initiative qu'on a mis en place avec l'Union des industries de la mécanique et la métallurgie, qui s'est proposé d'animer ces clubs locaux d'échange de bonnes pratiques pour l'ensemble des filières. C'est-à-dire qu'ils ne se limitent pas à leurs ressortissants historiques. Donc, a priori, on a plutôt de très, très bons retours de ce côté-là. À un moment donné, un dirigeant qui identifie un besoin, il cherche des offreurs de solutions. Donc, on a considéré que c'était important de faire une analyse de l'offre de solutions disponible sur le territoire. Donc, ça, c'est en partenariat avec la Chambre régionale de commerce et d'industrie qu'on a fait une cartographie des offreurs. Ça nous a permis d'identifier 160 offres de solutions permettant de répondre aux préoccupations concrètes des dirigeants. Signaler également que nous, on considère que ce programme-là a vraiment enclenché une dynamique industrielle sur l'ensemble du territoire. Globalement, les échanges de bonnes pratiques ont permis aussi de sortir certains dirigeants de l'isolement. C'est vrai qu'un dirigeant en milieu rural, il n'a pas forcément les mêmes opportunités d'interagir avec ses collègues. Donc indirectement, le programme lui a permis d'échanger avec d'autres dirigeants. Je crois qu'il y a un optimisme qui a été retrouvé globalement parce qu'on arrête de parler de l'industrie négativement. On arrête de dire que l'industrie, c'est le passé. Non, l'industrie, c'est l'avenir. L'industrie, c'est la colonne vertébrale de notre économie et c'est à ce titre-là que la région souhaite investir assez massivement dans ce domaine. Quand même signaler que les 2 dernières années, la Nouvelle-Aquitaine a recréé de l'emploi industriel, 1,2% de création d'emplois industriels en 2018, 0,9% en 2019. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur des tendances de reprise de l'emploi industriel qui sont peut-être, on va dire, peut-être timide, mais en tout cas, par rapport à une tendance, je dirais plutôt de décroissance, je pense qu'on est sorti de la spirale négative. Et dernier élément, c'est que via ce programme, on a réussi aussi à améliorer la coordination entre l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire avant, il y avait plein d'acteurs qui aidaient l'entreprise dans son développement. Il y avait BPI, il y avait les chambres de commerce, il y avait la région, il y avait l'agence de développement ADI, il y avait les fédérations professionnelles. Autour de cet objectif de transformation de notre industrie, on s'est tous mis autour d'une table, on a harmonisé nos pratiques, on s'est coordonnés, on échange sur les projets et rien que ça, j'aurais tendance à dire en termes d'efficacité de l'argent public qui est investi pour servir les entreprises, je pense que ça mérite d'être signalé. Et je suppose que ce n'est que le début. Les perspectives, ce sont lesquelles vous voulez amplifier cette dynamique industrielle pour les années à venir? On est effectivement dans une dynamique d'amplification, donc 600, on va dire, c'est pour nous un premier objectif. L'idée, c'était aussi de tester notre capacité à être crédible sur cet accompagnement. Donc là, l'objectif que le président Rousset nous a fixé, c'est d'accompagner 900 entreprises supplémentaires sur les 3 prochaines années. Donc on est vraiment sur, on va dire, une montée en puissance qui est quand même très très significative et qu'il va falloir aussi d'un point de vue RH et dimensionnement, je dirais, de nos futurs accompagnements gérer de manière efficace. On a encore quelques domaines où on a des trous dans la raquette en matière de parcours d'accompagnement. C'est vrai que les thématiques comme le traitement des données de production, dont on est bien conscient que c'est un peu de l'or en barre qui est disponible dans ces entreprises, il faut mieux la valoriser, il faut mieux l'exploiter. Il y a la thématique de l'usine durable. Autant avant, on pouvait dire le développement durable, c'est quelque chose d'optionnel. Il y en a qui font, d'autres qui ne font pas. Nous, on considère que demain, une entreprise qui va être crédible et surtout qui veut recruter des talents, si elle n'a pas des initiatives significatives dans ce domaine, clairement, elle risque d'être un peu à côté de la plaque. Également, parce que comme toute politique publique, à un moment donné, il faut l'évaluer. Donc, on a considéré que faire une évaluation des entreprises qui ont été accompagnées dans le cadre de ce programme, ça nous permettra d'essayer d'objectiver, de mesurer l'impact dans ces entreprises au niveau de l'amélioration de leur productivité, mais également d'avoir des retours d'expérience sur
la satisfaction des entreprises, est-ce que le programme a répondu à leurs attentes, et bien entendu des préconisations pour que le futur programme de 900 soit encore plus efficace, que le phénomène de contamination de nos industriels soit encore, je dirais, plus massif. Donc en tout cas, on a lancé ce chantier-là, on devrait avoir les premières conclusion, je pense, avant l'été. Donc, en tout cas, ça veut dire que dans un peu plus de 6 mois, on devrait avoir du qualitatif et bien entendu, on le partagera avec l'ensemble de la communauté régionale. On a considéré que ce phénomène d'accélération de l'accompagnement, de la transformation des entreprises peut aussi nécessiter à un moment donné la création d'une plateforme régionale d'accélération dédiée à l'usine du futur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par plateforme régionale? L'idée, c'est un lieu où on est en mesure de centraliser toute l'offre qui est disponible et au service des entreprises, mais également présenter de manière, on va dire, un peu cohérente et structurée l'ensemble de l'offre d'accompagnement qui peut exister au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, parce qu'il y a de nombreux programmes et de nombreuses opportunités, mais c'est vrai qu'à un moment donné, le dirigeant, son boulot, c'est de piloter son entreprise, c'est pas de faire de la veille sur, on va dire, les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt qui peuvent émerger. Également centraliser les besoins des entreprises. C'est vrai que je vous disais, nous, on construit nos programmes à partir des besoins qui sont exprimés. Si on identifie qu'il y a un besoin majeur, on dit là, on va mettre en place une politique un peu sur mesure pour nos entreprises. Et il y a une thématique qui ressort de plus en plus, c'est la compétence. 90% des dirigeants nous disent « Ok, l'usine future, c'est génial, on a plein de préconisations, on sait où on veut aller, mais on n'arrive pas à trouver les bonnes compétences pour piloter ces projets et pour accompagner le changement. » Donc l'idée, c'est aussi de faire un travail de sourcing pour identifier les compétences et pouvoir mettre à disposition d'un dirigeant la compétence dont il a besoin. Et dans la mesure du possible, on aimerait que ces compétences soient plutôt locales et plutôt sur le territoire. Et pour finir, peut-être en perspective, un nouvel événement dédié à l'usine future. Vive Industrie, aujourd'hui, c'est une première. On s'est dit un salon régional, pourquoi pas? Tout le monde nous a dit, vous êtes fous. Il y a les salons nationaux, il y a Global Industrie, il y a les salons à Hanovre. Il n'y a pas de place pour un salon régional. Nous, on s'est dit, apporter un peu sur un plateau la présentation de l'offre de compétences à nos entreprises, c'est notre devoir. Donc on a dit, allez, on va lancer Vive Industrie. Et si dans 2 ans, on peut organiser une 2e édition au vu de la satisfaction des participants, a priori, on est partant. Et on se donne rendez-vous donc en 2021, ici au Palais des Congrès de Bordeaux. Merci beaucoup Pascal Blesse pour ce bilan et les perspectives du programme Usine du Futur. Merci à vous également Robin et David Macheneau. Il nous reste 10 petites minutes. Je vous avais promis une séance de questions-réponses. C'est le moment. Si vous avez des questions par rapport à ce programme Usine du Futur, des questions très pratico-pratiques, si vous êtes chef d'entreprise, industriel, également des questions sur le bilan chiffré ou les perspectives, il vient de nous parler Monsieur Blesse. C'est le moment, vous levez le bras, on vous passe le micro. Eh bien écoutez, j'ai l'impression que vous n'avez... C'était clair comme de l'eau de roche. Messieurs, si quand même, une petite question. Merci madame. Il faut toujours lancer la première question et après, généralement. Merci beaucoup. Angélica Calvé, c'est Horizon, Fédération Sinov. Juste une petite question. Je suis restée un peu sur ma faim, puisque vous parlez de compétences. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Qu'est-ce qu'il y a dans les analyses qui en ressort et qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Je signale qu'on a mené une étude au PIEC dans laquelle effectivement un ressort ce problème industrie, manque de compétences. En fait, initialement, on était persuadé que la plupart des entreprises étaient dans les logiques de transformation, disant on va faire monter en compétences nos équipes. Certaines ont vite pris conscience que cette montée en compétences n'était pas si facile que ça. Dans un nombre assez important d'entreprises, les postes d'encadrement intermédiaire étaient occupés, je dirais, par les meilleurs ouvriers, donc quelqu'un qui était très qualifié, très compétent dans son métier. On lui dit, tiens, toi, demain, tu vas encadrer. Et ces personnes, maintenant, on leur demande de piloter et d'accompagner la transformation de l'ensemble de leurs usines. Et un certain nombre de chefs d'entreprise ont dit, écoutez, ça va peut-être être difficile et il faudra également envisager d'intégrer de la compétence extérieure
qualifiés, des pilotes de l'excellence opérationnelle, des personnes capables d'accompagner la transformation numérique d'une entreprise. Et ça, c'est plutôt des profils qui ne sont pas forcément encore présents dans nos PME. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, on fasse peut-être un travail de sourcing. Alors bien entendu, hein, on n'a pas vocation à se substituer à l'ensemble des structures dans le métier, mais en tout cas, lorsqu'on a proposé ce projet de création d'une plateforme, on nous a tout de suite dit n'oubliez pas le sujet de la compétence, parce que si on traite l'ensemble des autres sujets et si sur le volet compétences, on n'est pas en mesure d'offrir des solutions à nos industriels, à un moment donné, ils vont être au milieu du gué et ils ne vont pas réussir à avancer. Mais après, on en est au stade où on est en train de formaliser le cahier des charges de cette plateforme. L'objectif, c'est que la plateforme, le cahier des charges, soit complètement défini fin mars. Donc on a quelques mois pour co-construire avec l'ensemble des bonnes volontés présentes sur le territoire. Merci beaucoup pour votre réponse. Une autre question, si quelqu'un souhaite intervenir. Eh bien écoutez, merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci beaucoup messieurs pour cette présentation et enseignement du programme Usine du Futur. Il y a une nouvelle conférence dans 5 minutes à 16h15. Très bonne fin de salon, très bonne fin d'après-midi.